Communauté d'entrepreneurs, ne bougez pas, c'est l'heure de votre émission favorite, Cauchemar d'entrepreneurs, avec moi-même Mariama Touré. Le temps que je me mette derrière le micro et on revient tout de suite après avoir remercié nos sponsors. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, c'est la DER. C'est eux que vous voulez contacter pour recevoir des financements, pour savoir également comment faire accompagner votre entreprise durant cette crise Covid-19. Ils ont tout plein de programmes mis en place, la DER, der.sn, sur leur site web ou encore leur page Facebook. N'hésitez pas. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur. Hey, bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir, Cauchemar d'entrepreneur avec moi-même, Mariama Touré. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour discuter des difficultés et des galères des entrepreneurs partout sur le continent. Et aujourd'hui, on fait pas d'escale sur Dakar. Pour le moment, on va directement à Libreville et on va discuter avec Frédéric Eyang Beyeme, qui est la CEO, la fondatrice et donc la manager générale de Gwen Events. Qu'est-ce que c'est Gwen Events? Eh bien, une agence d'événementiel, wedding planner, event planner. C'est un peu nouveau comme métier sur le continent quand même, mais je suis sûre que Frédéric nous en dira plus elle-même. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Mariama, j'espère que tu vas bien. Mais je vais très bien, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Frédéric, alors tu es CEO de Gwen Events, qui est une agence de wedding et event planning. Dis-nous-en un peu plus sur ton métier. Alors effectivement, je te remercie. Je suis CEO, manager de Gwen Events, une agence qui fait dans l'organisation d'événements, de mariages et d'événements corporate, événements que nous organisons ou que nous coordonnons. Ou que vous coordonnez, c'est-à-dire? Alors, il y a une grosse différence entre l'organisation et la coordination. L'organisation, c'est lorsque nous sommes contactés dès le début de l'aventure. Je vais prendre un exemple des mariés qui nous appellent et qui ne savent pas par où commencer, qui savent juste qu'ils veulent se marier. Ils ont un budget, ils ont l'idée, mais ils ne veulent pas se prendre la tête avec les détails de l'organisation. Ils font appel à nous et nous prenons nous démarrons l'histoire avec eux. La différence avec la coordination, c'est que les mariés eux-mêmes ont planifié leur mariage, mais ils savent très bien qu'ils ne pourront pas eux-mêmes veiller sur les détails dans la journée. Donc, ils font appel à nous pour que tout ce qu'ils ont imaginé, tout ce qu'ils ont préparé se fasse et s'établisse correctement, se réalise de bout en bout le jour J. Et là, ils ont tendance à maintenant faire appel à un professionnel parce qu'il est clair qu'il y a toujours des imprévus. Le professionnel est assez outillé pour répondre à ces imprévus le jour J. Tout à fait. Alors, c'est quand même un métier qui est relativement nouveau sur le continent. Généralement, on le sait, traditionnellement, les mariages sont organisés par les mamans, les tantes et la belle famille. Comment est-ce qu'au Gabon, tu t'implantes déjà? Ça fait combien de temps que tu as créé cette agence et comment c'est accueilli au Gabon? Alors, je l'ai créé il y a 3 ans. Ça a été très difficile au départ. Ça a été très difficile parce que lors de notre formation, nous avons un module que nous appelons la force du mental. Je ne comprenais pas l'importance de ce module jusqu'à ce que je commence à être en activité. En réalité, nous sommes dans un continent où, comme tu le disais, nous sommes encore très ancrés dans la culture familiale, où on a été habitué à ce que ce soit un membre de la famille qui gère. Donc, ça a été difficile au départ parce que on n'était pas forcément très bien accueillis dans le cercle familial des mariés. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça a changé, mais il y a quand même eu une évolution. Au début, c'était mais pourquoi elle sort d'où? Elle ne nous connaît pas. Qu'est-ce qu'elle fait de plus que ferait tante telle ou bien ta sœur? Donc, ça a été une bataille les 2 premières années, mais depuis 1 an, je trouve que les mariés prennent de plus en plus conscience de l'importance d'avoir un professionnel à leur côté et les familles, on va dire, sont devenues un peu plus conciliantes. Alors, l'organisation d'événements, c'est un métier, c'est vraiment tout un art. Comment vous êtes organisé au sein de ton entreprise aujourd'hui? Combien d'employés tu as? Et par prestation, par événement, est-ce qu'il y a du renforcement? C'est quoi l'organisation interne? Alors, de manière fixe,
J'ai un assistant et j'ai quelqu'un qui gère un peu le volet communication. Maintenant, lors des événements, j'embauche de manière fixe. En fait, j'ai 5 personnes qui, selon le domaine, selon leur disponibilité, je sélectionne 2 personnes qui m'accompagnent sur le terrain le jour des événements. Alors, ça m'arrive aussi d'avoir besoin de main forte, hein, de main forte même pendant l'organisation en elle-même. Et là, je prends, on va dire, de manière intérimaire, quelqu'un pour m'accompagner sur un dossier de manière fixe. Mais en termes d'employés recrutés au sein de l'entreprise, je n'en ai que 2. Après, je fais souvent appel à des stagiaires, un pour m'aider et deuxièmement pour essayer de prêter main forte et d'apporter ma pierre à l'édifice en termes de formation de la jeunesse. On a parlé du côté mariage, du côté donc organisation de mariage, mais le côté corporate, parce que tu fais aussi dans l'organisation ou la coordination d'événements corporate. Est-ce que ça marche aussi au Gabon? Alors, ça marche. Le seul souci, en fait, c'est que nous sommes encore dans une bataille où, en termes d'événements corporate, il y en a qui avaient déjà, on va dire, les marchés. Donc, nous, on démarre avec des lancements de livres, avec des assemblées, avec des séminaires. Dieu merci, je suis aussi investie dans le social. Donc, en termes de dîner de gala, en termes de séminaires, j'ai commencé déjà avec la plateforme à laquelle j'appartiens et à ceux qui font appel à moi autour de moi. Donc, contrairement au mariage, sur le plan corporate, nous avons encore quand même du chemin. Il y a encore du chemin. Alors, on le sait, cette saison, on discute Covid, impact, comment rester résilient, comment survivre à la crise. Et j'ai envie de savoir déjà, avant de rentrer sur les impacts éventuels que cette maladie a eu au Gabon et sur ton business, je voudrais savoir déjà quelle était la dynamique de cette année 2020 pour Gwen Events. Est-ce que c'était bien parti, les projets étaient en place, on avait de belles perspectives financières? C'était la meilleure année que Gwen Events ait connue. L'an dernier, j'ai changé le branding, j'ai évolué, on va dire, en termes de grilles tarifaires, j'ai évolué en termes de prestations professionnelles. Donc, ça a été la meilleure année parce que j'ai eu plus de marchés que les années précédentes et j'ai eu les meilleurs marchés en termes de rentabilité financière. Donc, ça avait super bien démarré. Franchement, j'étais sur mon nuage. J'étais vraiment sur mon nuage. Pour moi, 2020, c'était mon année. C'était l'année où j'allais vraiment éclore comme je le prévoyais dans ma vision. Parce qu'au début, ça a été très difficile pour moi quand je me suis lancée. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et puis, 2020 est arrivé. D'abord 2019, mais 2020, c'était la concrétisation de la vision de 2019. Oui. Donc, effectivement, oui, ça avait très bien démarré. Alors malheureusement, tu as dû redescendre de ton nuage très certainement parce que dès février-mars, le continent a été bouleversé par l'entrée justement de la maladie Covid-19, qui est une pandémie mondiale. Déjà, quelle a été la situation dès le début au Gabon en termes de nombre de cas, mais aussi en termes de politique mise en place? Est-ce qu'on vous a confiné? Est-ce que les business ont pu continuer? Quelle a été la situation générale par rapport à la maladie chez toi? Dès le départ, j'avoue, j'ai un peu négligé l'impact de la situation que nous vivions parce que nous n'avions pas beaucoup de cas. Ici, ça a vraiment pris tout son sens au mois de mars. Et je me suis dit, bon, même si on arrive à nous confiner, on va nous confiner un mois. Et en réalité, jusqu'au mois d'avril, j'étais beaucoup plus en activité avec mon agence parce que j'ai aussi une agence qui fait dans la mise à disposition de prestataires, notamment avec des hôtesses et autres. Et j'étais beaucoup plus en activité avec elle. Je me suis dit bon, on va nous confiner un mois et ça va passer. Et mes mariages démarraient, ma saison démarrait réellement au mois de juin. Okay. Et au mois de mai, j'ai juste réalisé que nous étions toujours confinés, comme l'avait décidé le gouvernement, mais qu'en fait, on ne parlait plus de déconfinement. Donc, la situation est en train de s'empirer. Et là, on perd tous nos moyens. Et là, il a fallu très rapidement trouver des solutions et trouver le moyen de survivre. Parce que si en juin, on ne parlait pas de déconfinement, que le nombre de cas était en train d'augmenter, le nombre de décès augmentait,
il était sûr et certain qu'en juillet, on sera encore là-dedans. Donc, j'ai quand même gardé espoir parce que juin, juillet, j'avais des mariages, mais le pic de mes mariages, c'était en août. Et là, on arrive dans une situation où, en juin, on n'a toujours pas déconfiné, et ben tout le monde te contacte et tout le monde décide de reporter son événement. Wow. Alors, ça veut dire que au Gabon, jusqu'à présent, vous êtes quand même partiellement confiné? Exactement, nous avons vécu un confinement total de 2 semaines et depuis, nous sommes restés dans un état de confinement partiel avec des mesures comme le fait qu'il y ait le rassemblement de plus de 10 personnes interdit. Wow. Alors toi, dans le cœur de ton métier, c'est sûr que c'est le rassemblement. Exactement, dans le cœur de mon métier, c'est le rassemblement qui détermine l'événement. Donc, j'ai une mariée, deux qui ont pensé à se marier en étant confinés, mais ça n'a pas été facile psychologiquement quand on sait qu'on veut être avec un maximum de personnes autour de soi pour célébrer ce bonheur. On a dû revoir nos plans et Absolument. voilà. Alors justement, en parlant de revoir les plans, lorsque certains clients commencent à appeler pour annuler ou reporter, en tout cas les mariages, quel est l'impact déjà psychologique que ça a sur toi, chef d'entreprise, passionné par ton métier? Alors déjà, on réalise sur le coup qu'on ne va pas pouvoir enfin concrétiser ces événements qu'on a organisés, qu'on a gérés pendant plusieurs mois. Donc déjà psychologiquement, bon, c'est un coup, mais on a aussi mal pour les mariés qu'on accompagne parce qu'en réalité, on rentre un peu dans leur intimité, on partage ses peines avec elles, on partage leur stress, donc la peine qu'elles vivent de ne pas pouvoir se marier à la date qu'elles avaient prévue, nous aussi on vit cette peine-là avec elles. L'impact, il est aussi là, hein, il est aussi financier parce que en réalité, j'avais tendance à ne toucher qu'un acompte et à toucher le solde, on va dire, quelque temps avant l'événement. Parce que j'avais des plans, j'avais des choses prévues sur le plan personnel et je me disais bon voilà, avec les entrées, je vais retirer cette partie pour ça, je ferai ça avec ça, le reste en épargne. Mais en réalité, le fait qu'il y ait eu un report de ces événements, eh ben mes soldes vont devoir patienter. Je vais devoir aussi revoir mes C'est plans. sûr. Et voilà, tout ce que j'avais imaginé pour ces vacances-là, je crois que tout est à l'eau. C'est sûr. Alors, et au niveau des employés aussi, parce que finalement, lorsque tu ne travailles pas, peut-être que tu fournis moins d'hôtesses avec ton autre agence et que les événements aussi sont reportés, au niveau de la trésorerie, ça devient compliqué. Comment tu as géré, comment tu gères, je devrais dire, tous ces mois avec tes employés sans forcément les mêmes rentrées d'argent? Alors déjà, comme je le disais, j'ai très rapidement su qu'il ne fallait pas que j'embauche un maximum de personnes dès le départ. Donc, je travaille avec 2 personnes et je travaille toujours avec les 2 personnes. Volet communication, mon assistant m'aide beaucoup parce que malgré le fait qu'on soit confiné, j'ai quand même des personnes qui font appel à moi pour préparer leur mariage l'année prochaine. Donc, il y a quand même une prospection à faire au niveau des prestataires sur le plan événementiel. Donc, j'ai toujours besoin de mon assistant. Il faut quand même continuer à communiquer parce qu'il Ouais. faut garder nos pages en éveil. Il faut continuer à sensibiliser parce qu'on est peut-être confiné, mais nous ne sommes pas paralysés. Comme le disait l'auteur du livre Condamné à réussir, Isel Akwe. Et quand on se rappelle de cette phrase, nous sommes confinés, mais non paralysés. Tout de suite, on se rappelle que oui, voilà, la situation est difficile, mais c'est peut-être ce moment-là de se redéployer. C'est peut-être ce moment de toucher à des aspects qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de développer lorsque la pression était forte. Donc, revoir la Ouais. stratégie de communication, revoir la stratégie de travail et voir comment améliorer peut-être le contenu des dossiers sur lesquels je travaille déjà actuellement. Alors c'est génial que tu parles de ça parce que justement ça me permet de poser cette question, c'est de savoir finalement ce temps en plus, est-ce qu'il t'a permis d'être plus créative? Est-ce qu'il y a des choses par exemple que tu as mises en place maintenant justement parce que tu as eu un peu plus de temps pour toi? Alors, des choses. Je suis en train de travailler sur des nouvelles formules, revoir les formules, sur l- un nouvel, comment dire ça, un nouveau mode de travail. Mode de travail, on va Mhm. privilégier quand même
l'impact du digital finalement, essayer de voir aussi comment mieux communiquer parce que je ne communiquais pas assez, je trouve. Surtout par exemple sur Ouais, Instagram. Sur Facebook, ça va, mais sur Instagram, j'étais quasi inexistante. Donc, pendant cette ouais. période de confinement, ça m'a permis d'être un peu plus présente sur Instagram, de découvrir un nouveau public et aussi de revoir, comme je disais, ma stratégie de travail avec mes mariés parce que et surtout de faire appel et de faire connaissance avec de nouveaux prestataires. Parce que chaque wedding planner travaille avec un réseau de prestataires fidèles. C'est vrai que nous connaissons beaucoup de prestataires, mais nous avons ce petit réseau que nous montons autour de nous. Donc, redécouvrir de nouveaux prestataires et surtout essayer d'affiner le réseau avec lequel je veux être fixe dans mes prestations. Donc, voilà pas mal de choses que j'ai pu revoir pendant ce temps de confinement concernant mon organisation. Mais c'est génial et je pense que c'est justement ce qui fait la spécificité des entrepreneurs, c'est qu'ils savent à chaque fois, on va dire, s'adapter aux situations, à chaque fois être plus créatif pour pouvoir rester résilient. En parlant de résilience, Frédéric, imaginons que cette situation perdure jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année. Quelles sont les stratégies, à ton avis, qui vont te permettre de quand même tenir? Est-ce que c'est justement dans le planning de l'année prochaine? Est-ce qu'il y a un redéploiement de tes efforts d'organisation sur d'autres secteurs? Alors, sur d'autres secteurs, pour ma part, c'est forcément le corporate. Et le corporate, pour le moment, à part l'organisation d'événements en ligne, mais ça va être compliqué. Un redéploiement en termes d'organisation, ça a été peut-être le fait de devoir trouver le moyen d'organiser des événements en mariage confiné, parce que il y en a qui ont décidé de le faire, hein, des événements de personnes, voilà. Donc à ce niveau, ça a été le challenge qu'il fallait avoir. Mais en termes, par exemple, d'événements corporate, tant que les rassemblements de 10 personnes sont interdits, nous ne pouvons nous adapter qu'à l'organisation d'événements de 10 personnes, des conférences de presse, des petits échanges autour peut-être du lancement d'un produit. Mais pour le moment, nous essayons surtout d'adopter la stratégie de la communication pour emmener les mariés de l'année prochaine ou voilà, de l'année prochaine à pouvoir faire appel à nous, ce qui nous permet de pouvoir tenir avec les différents acomptes que chaque client versera et voilà et Mhm. de les déployer sur des mois différents en se disant bon voilà si je demande un acompte le mois prochain, l'autre ce sera le mois suivant et qu'on sort, j'essaye de garantir des entrées à des périodes bien différentes mais je ne vais pas mentir, si la situation perdure, il ne faut pas se voiler la face, on va quand même avoir affaire à une situation extrêmement compliquée sur le plan financier. Là, on Ouais, essaye vraiment de sortir la tête de l'eau, on se bat, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faudrait ouais, pas. Pour ceux qui font dans le commerce, ça a été peut-être un peu plus facile parce que ils se sont adaptés au système de livraison, de nouveaux produits, des prestations qui ne nécessitaient pas qu'ils soient forcément en contact régulier avec leurs clients. Mais pour nous qui sommes dans ouais. l'organisation d'événements, si on n'assiste pas à un déconfinement rapide, la situation financière, la crise va vraiment se faire ressentir sur le plan économique. Déjà que c'est le cas, mais là, ça va être pire. Et là, ça va être pire. Est-ce que les politiques du gouvernement gabonais incluent aussi d'accompagner un peu les entrepreneurs pendant cette crise avec des soutiens financiers, des exonérations de taxes, etc. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement mises en place justement, spécifiquement par rapport à la crise Covid? Alors, oui, oui, il y a eu des mesures qui ont été adoptées par rapport à cette crise. Rien que par exemple l'agence de création d'entreprises qui par exemple a lancé, ils ont lancé leur plateforme en ligne pour les entreprises qui veulent créer leur fiche circuit. Là, j'ai vu qu'ils faisaient des prix spéciaux Covid-19. Entreprise individuelle à 15 000 francs, entreprise SRL à 50 000 francs. Quand on pense qu'en temps normal, lorsqu'on va à l'agence, la création d'entreprise est à 250 000 francs pour une SARL et 70 000 francs pour une Wow. entreprise individuelle. Franchement, la NPI a fait beaucoup d'efforts. De 70 000 francs à 15 000 francs, ça a été des efforts
vraiment incroyable pour nous. Mais sur le plan de l'accompagnement au niveau de l'État, oui, il y a eu des mesures d'accompagnement, le paiement des loyers personnels ou bien des loyers des locaux, des entreprises et des Mhm. TPE, PME et autres. La seule difficulté, c'est que les conditions, et même il y a aussi eu, comment dire ça, il y a aussi eu les mesures d'accompagnement sur le plan financier. Mais concernant, par exemple, le paiement des loyers, il y a des propriétaires qui n'ont pas forcément voulu s'adapter à cette démarche. Bon, on va dire peut-être parce qu'ils n'y croyaient pas forcément, mais il y a eu Ouais, des propriétaires qui n'ont pas forcément voulu accepter que leurs locataires puissent prétendre à quoi que ce soit en disant bon, l'État a dit qu'il va payer même dans un ouais, mois, même dans 2 mois. Non, j'ai besoin de mon argent tout de suite. Vous me payez. c'est sûr. Donc, des personnes comme nous, on a dû payer nos loyers sans avoir à devoir se tourner vers cette mesure d'accompagnement. Mais sur le plan financier, l'État a décidé d'accompagner les entreprises, TPE et PME. Le seul souci, c'est que les conditions qu'il y avait à réunir autour étaient vraiment difficiles. Lorsqu'on dit, par exemple, que ne sont concernées que des entreprises qui ont des chiffres d'affaires à hauteur de temps, quand on sait qu'il y a des TPE qui n'atteignent même pas la moitié de ce montant, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on accompagne? Ce sont des entreprises Ouais, actives ou les TPE? Parce que, en réalité, les TPE n'étaient presque pas concernés par les chiffres d'affaires annoncés. ouais, Sans oublier que, par exemple, je suis une femme, mais nous savons très bien que l'entrepreneuriat féminin est peut-être l'un des leviers les plus importants de l'économie en Afrique. Mais les femmes sont aussi celles qui entreprennent le plus de manière informelle. absolument. Finalement, on fait comment pour ces personnes-là qui créent peut-être de l'emploi, qui apportent vraiment un plus dans la croissance économique de leur pays, mais parce qu'elles ne sont pas enregistrées, parce qu'elles ne fonctionnent pas de manière formelle, elles ne bénéficieront pas de cet accompagnement. On fait quoi d'elles finalement? Absolument, ou parce qu'elles n'ont pas atteint un certain chiffre d'affaires Voilà, annuel, tout à fait. ça Voilà. met une partie de la Exactement. population complètement de côté. Exactement. Donc, ce qui met une partie de la population complètement de côté, mais quelle partie de la population? Peut-être la partie la plus forte, peut-être la partie la plus Ouais, importante. Et absolument. c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile, mais Ouais. ce que je pense, c'est que nous ne devons pas être attentistes. Nous devons aussi peut-être finalement nous-mêmes être force de proposition et trouver le moyen de sortir la tête de l'eau. Oui. Alors il y a aussi une question très probablement de relation de confiance entre les populations et leur État, leur gouvernement, leur administration de manière générale. J'entends aussi pourquoi certains propriétaires ont eu peur. C'est vrai que même ici au Sénégal, sur certaines mesures d'accompagnement, eh bien, il y a un problème de relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Frédéric, comment tu vois l'après Covid? Est-ce que tu es positive qu'à la fin de cette crise, déjà, est-ce que tu vois une fin à tout ça? Mais est-ce que tu restes positive par rapport à l'après Covid, la relance de l'économie? Quelle est ton intuition là-dessus? Alors, oui, je reste très, très optimiste pour l'après-Covid parce que je crois que ça nous a emmenés à sortir de notre zone de confort. Cette situation de crise sanitaire nous a poussés à nous redéployer, à trouver de meilleures stratégies de travail, à mieux communiquer, à vraiment découvrir l'importance de l'épargne et d'une meilleure gestion financière de nos entreprises parce que on n'a pas pensé à cette période qui pourrait arriver et qui pourrait nous emmener à comprendre qu'il était important pour nous d'avoir une caisse qui permettrait de survivre et de subvenir aux besoins de l'entreprise dans une période longue sans activité. Donc, pour plusieurs entreprises, ça leur a permis de découvrir, on va dire, de nouveaux axes de travail, comme par exemple ceux qui avaient des restaurants qui se sont adaptés à la livraison alors qu'ils ne faisaient pas de livraison, ceux qui ne communiquaient pas assez en ligne, qui ont finalement qui ont finalement découvert l'aspect même de la livraison, par exemple,
ou du commerce en ligne. Il y en a qui n'avaient même pas de page sur les réseaux sociaux, qui ont dû créer une page des réseaux sociaux parce qu'ils estimaient à l'époque que leur cible n'était pas là-bas. Mais avec le confinement, ils ont dû revoir leur stratégie. Le digital a pris tout son sens, l'économie numérique a pris tout son sens pour ceux qui ne comprenaient vraiment pas l'importance de l'utilisation de ces nouveaux modes de Le travail. digital Voilà. dans Donc, l'entrepreneuriat, absolument. exactement. Donc vraiment, je reste optimiste sur le fait que les entreprises, les petites TPE, les entrepreneurs auront forcément un plus lorsqu'ils vont redémarrer, surtout qu'on sait que des entreprises qui ont peut-être mal vécu la crise vont fermer. Les Gabonais lambda, les Africains lambda vont devoir sortir de leur zone de confort, leur zone de confort, et pourquoi pas peut-être devoir entreprendre pour ceux qui n'entreprenaient pas. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre interview, mais j'ai envie de te poser justement une question, même si quelque part tu viens d'y répondre, la grande leçon apprise pour toi, et s'il y avait un seul message à passer à cette jeunesse africaine entreprenante, qu'est-ce que ce serait? La persévérance. En un seul mot, la persévérance, parce que lorsqu'on a réellement pris conscience que cette crise risquait de peut-être paralyser nos entreprises, il a fallu déjà, on va dire, se surpasser psychologiquement, être patient et surtout se décider à employer le mot persévérance. Le bonheur est à venir. Très chers auditeurs, vous l'avez entendu de la bouche de Frédéric Eyang Beyemé, la persévérance sera la clé pour résister, pour rester résilient face à la crise Covid-19, mais aussi à toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie d'un entrepreneur. Et Dieu sait que la vie d'un entrepreneur est faite de haut et de bas, n'est-ce pas? Exactement. Ça a été un plaisir de te recevoir dans cette émission, Frédéric. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de courage et évidemment une reprise complètement magique. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je rappelle que tu es la CEO de Gwen Events et j'invite tous les auditeurs, qu'ils soient au Gabon, au Sénégal ou ailleurs, d'où ils nous écoutent, à aller chercher sur Instagram la page de ton entreprise Gwen Events, mais aussi sur Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariama. À très bientôt. Merci encore. Cette émission est soutenue par la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Hey, merci de rester à l'écoute de votre émission Cauchemar d'entrepreneur. On est déjà dans la deuxième partie de notre émission et vous connaissez le nouveau modèle depuis la saison 3, un entrepreneur hors du Sénégal et un entrepreneur au Sénégal pour prendre la température de l'entrepreneuriat un peu partout sur le continent et surtout savoir comment ces jeunes femmes et hommes survivent à la crise. Alors aujourd'hui, pour le Sénégal, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin que Dakar tout de même et surtout de parler à un entrepreneur social qui lui fait dans l'agriculture. Je suis avec Joseph Bassama. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Heureux d'être parmi vous dans cette émission. Alors, c'est nous qui sommes heureux de t'avoir avec nous, Joseph, pour les auditeurs. Donc, tu es enseignant-chercheur à Gaston Berger, mais aussi, comme je le disais, dans l'entrepreneuriat social via ton association Agir pour la jeunesse et l'initiative rurale. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez monté un projet génial, un centre agricole pour l'initiative rurale dans le sud de Sokone, Fatick, dans le sud de Fatick à Sokone. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre business model, Joseph? Voilà, merci encore une fois pour l'occasion qui m'est donnée un peu de présenter les activités qu'on a. Donc on est une association, comme vous l'avez dit, association pour la jeunesse et l'initiative rurale. On se trouve à Sokone au niveau de la région de Fatick, vers la frontière avec la Gambie, et depuis 2016, nous sommes en train de monter un centre de formation en agriculture, principalement dédié aux jeunes de la région, avec un focus particulier sur les jeunes déscolarisés. Donc, tout ce qui est formation professionnelle, on sait à peu près que c'est quand même des formations qui demandent beaucoup d'argent. Donc, avec nos moyens déjà, nous avons pu structurer un cadre qui permet de former ces gens. Ça veut dire qu'on a un centre
d'à peu près d'à peu près 3 hectares. Et sur ce champ, on va commencer à lancer des activités. Donc, pour financer tout ça, on a essayé de monter un business model où on veut se positionner sur 3 activités. Bon, l'activité de formation forcément, mais cette activité de formation, il faut bien voir que elle va avoir une entrée mineure au niveau des capitaux que nous allons récolter parce que ce sera une formation, on va dire, qui va un peu être au moins 10 ans. OK, on va faire en sorte de donner une formation très peu chère pour pouvoir attirer ces jeunes. Ça, c'est de un. La deuxième chose, sur comment ça s'appelle, le centre, on va produire des biens agricoles qu'on va mettre sur le marché. Donc ça va nous aider à pérenniser. Et la troisième chose, on va aussi se positionner en tant qu'acteur pour pouvoir, dans la région, aider les populations, aider les agriculteurs et essayer aussi de lancer une dynamique. Donc c'est à peu près sur ces 3 aspects, un aspect d'expertise, un aspect de production agricole et un aspect de formation, que nous avons monté globalement notre business plan qui est en train de se lancer et qui est en train de monter en régime depuis à peu près, voilà, une bonne accélération depuis 2 ans. Voilà. Alors justement, c'était ma prochaine question. C'est une initiative qui est assez intéressante et puis surtout assez nouvelle, il me semble. Il n'y en a pas des masses. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps vous avez mis en place ce projet et surtout à ce stade, est-ce que ça fonctionne? Comment c'est accueilli dans la région de Fatick? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes? Est-ce que vous réussissez à générer du revenu? Au- Ouais, c'est assez nouveau comme concept, même s'il y a différents types de centres qui sont déjà sur place. On a une catégorie de centres qui sont des centres de l'État. On a aussi d'autres centres qui viennent de comment ça s'appelle, d'activités d'entrepreneurs ou bien de personnes privées qui ont été montées. La particularité de nous, ce que nous faisons, c'est un ancrage local et aussi une volonté de rayonner dans le local. Donc, depuis plusieurs années, on a principalement axé notre stratégie sur le recrutement et la formation de stagiaires. Aujourd'hui et à partir de cette année, à partir de la fin de l'année, on va lancer véritablement notre première cohorte d'étudiants à former. On aura à partir du mois de septembre une cinquantaine d'étudiants qu'on va former pendant 6 mois et qu'on va mettre en stage pendant 3 mois au niveau des agriculteurs partenaires de l'association. Donc aujourd'hui, vraiment, notre business model va être testé. D'ici, on devait le commencer, mais voilà, ça aussi c'est un des contre-coups du Covid-19. Mais normalement, la formation aurait dû être là, commencer. On aurait dû déjà recruter notre première cohorte. Pour ce faire, pour lancer cette formation, on a réussi à convaincre une ONG internationale qui s'appelle ADA, c'est une ONG luxembourgeoise qui est prête à mettre des fonds pour que nous puissions lancer cette première cohorte. Donc depuis 2015, les investissements que nous avons faits, c'est dans le cadre productif. Ça veut dire mettre en place un système d'irrigation, clôturer, construire des bâtiments. Et ça a été fait par l'apport des personnes de notre association qui ont mis de l'argent pour pouvoir comment ça s'appelle, faire ces investissements. Aujourd'hui, nous avons le cadre productif. Maintenant, on est mûr pour pouvoir se lancer dans la formation en tant que telle. Alors, je trouve ça intéressant comme initiative, surtout dans la partie partenariat avec des agriculteurs de la zone, en leur envoyant des stagiaires qui vont après mettre à l'épreuve finalement ce qu'ils ont appris. Alors, tu nous parlais tout de suite des contre-coups, de l'impact du Covid-19. Enfin, c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. On est dans une saison où on parle presque exclusivement de la résilience des entrepreneurs et surtout des différentes méthodologies qu'ils ont mis en place partout sur le continent pour rester solides et quand même pouvoir continuer à travailler. Alors en ce qui vous concerne, déjà, première question, est-ce que vous avez été impacté, ça peut être positivement ou négativement, par l'entrée de cette pandémie au Sénégal?
Forcément, je pense que c'est véritablement aujourd'hui le Covid-19, c'est véritablement un très gros imprévu. Je pense que ça impacte tout le monde d'une façon ou d'une autre. Nous personnellement, on va dire que on s'en est globalement assez bien sorti. Au début, on a eu de grosses sueurs froides parce que forcément, on était là à penser à savoir bon comment on va continuer à payer les salaires des gens qui sont sur la parcelle, comment on va faire pour continuer nos activités, etc., etc. Si on n'a pas de rentrée d'argent, notre principale peur, c'était l'accès de nos produits sur les différents marchés locaux. Heureusement, nous avions déjà devisé comment s'appelle une stratégie en amont, parce qu'il faut bien comprendre le contexte. On est à Sokone et au niveau de Sokone, c'est de petits marchés. On n'a pas de gros accès aux différents marchés. Et ce qu'on faisait, c'est que quand on avait des excédents, on envoyait nos productions à des contacts qu'on avait sur des marchés plus gros, à Kaolack, à Fatick ou bien jusqu'à Dakar, pour pouvoir, comment ça s'appelle, écouler nos produits. Donc ça veut dire, que sur ces gros marchés, on n'avait plus la possibilité d'envoyer puisque les transports n'étaient plus là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que comme je le disais, notre stratégie de base, c'était de faire en sorte euh, de cultiver sur de petites parcelles. Donc, on a 2 hectares, mais ces 2 hectares ne sont pas mis en culture sur une seule spéculation. On ne fait jamais, par exemple, 1 hectare de piment, 1 hectare d'oignon, etc., etc. On divise nos hectares et on fait en sorte que on puisse avoir sur nos périodes différents produits qui arrivent. Si vous avez par exemple du djaratou, de l'oignon, du piment qui arrivent en même temps, vous savez que vous pouvez les dispatcher assez rapidement sur de petits marchés et pouvoir les faire absorber par la Ouais. population. Donc principalement, nous, c'est vraiment ce qui nous a aidé et ce qui nous a conforté dans les choix de base que nous avions fait vis-à-vis de ça. Ça, c'est assez intéressant. Et la dernière chose à rajouter là-dessus, c'est de dire, attention, il y a aussi une finalité de formation. Il faut jamais l'oublier. On n'est pas comme un producteur lambda. Cette finalité de formation nous pousse aussi à faire plusieurs produits en même temps parce qu'on sait que quand les jeunes vont arriver ou bien quand les jeunes sont là, ils doivent pas être formés sur du monoproduit. Bien au contraire, ils doivent être formés sur différents types de produits. Donc moi, principalement, voilà, c'est cette stratégie que nous avons mise en œuvre et elle a assez bien marché. On a fait beaucoup d'oignons. On a eu presque 8 tonnes d'oignons qu'on a récolté juste avant le Covid. Mais bon, l'oignon aussi, si d'un point de vue technique vous êtes assez bon, vous le faites sécher en terre avant de le récolter. On a réussi à le stocker sans aucun problème et presque tout a réussi à être vendu au niveau pendant le Ramadan et à la Korité. Alors c'est un bel exemple quand même de stratégie, on va dire innovante, parce que finalement vous avez mis en place cette stratégie-là dans l'objectif de votre formation, mais ça vous a complètement servi en amont de penser à diversifier les cultures et puis de prendre un peu vos dispositions. Alors la question que j'ai envie de te poser, Joseph, c'est finalement dans même l'approvisionnement en intrants, est-ce que là aussi vous aviez réussi à prévoir? Ça a été un problème. Ça a été un problème parce que on a eu des difficultés sur les approvisionnements en intrants, mais heureusement, ces difficultés, c'est maintenant qu'on les voit. Maintenant qu'on a à peu près réouvert le pays, parce qu'on est un peu en décalage par rapport à notre programmation de base. Notre programmation de base, on avait, comment ça s'appelle, sur la succession des cultures. On est en train en ce moment de repiquer différentes spéculations. Or, ce repiquage, nous, on aurait dû le faire au moins il y a 2, 3 semaines, ce repiquage. Donc, à partir du moment où on a eu ces difficultés sur les intrants, principalement les semences, là je parle, on a dû un peu déplacer ce repiquage que nous sommes en train de faire parce que nous mettons un poids fort sur l'agriculture pendant des périodes compliquées. On sait qu'aujourd'hui, faire de l'horticulture en période hivernale et en période pré-hivernale, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup plus d'attaques, etc., etc. Mais nous, c'est dans ces périodes qu'on veut être efficace parce qu'on sait que dans ces périodes, il y a vraiment des prix intéressants.
Donc ça, c'est déjà pour nous convaincre, nous, en tant que centre de formation, mais aussi pouvoir euh, euh, transmettre ces stratégies aux étudiants et aux jeunes que nous allons former pour qu'ils commencent à bien comprendre que l'agriculture, c'est pas juste pour l'agriculture, la finalité quand même, ça reste la vente. Donc, faut avoir aussi une stratégie de production-vente. Tout à fait. Alors, se préparer à la difficulté, c'est la grande leçon. J'ai l'impression que vous avez décidé finalement de vous positionner sur un peu tout ce qui est complexe et évidemment une crise ça l'est et vous étiez donc un peu mieux préparé. Alors, cette difficulté un peu que vous avez eue récemment à vous approvisionner en intrants, notamment les semences, est-ce que c'était essentiellement dû à l'absence de possibilité d'une grande mobilité ou alors est-ce qu'il y avait un problème même à la source, c'est-à-dire la disponibilité de ces intrants? Principalement, c'était un problème dû à l'accès. Aujourd'hui, sur les revendeurs de semences, ce sont des gens quand même qui ont des stocks qui sont assez impressionnants et qui peuvent continuer même à se faire livrer, même dans des périodes où voilà le commerce international est un peu comment ça s'appelle, on va dire un peu down. Donc la vraie problématique, c'était comment on fait pour accéder à la semence, comment on fait pour qu'ils nous envoient la semence et que ça arrive dans les bonnes conditions, en sachant que bon, nous, on est vraiment à Sokone. Sokone, ça reste une ville, mais c'est un peu rural. Donc, la capacité d'envoyer des choses jusque là-bas est un peu plus compliquée et donc la mise en œuvre est un peu plus délicate. Et puis surtout avec ces mesures d'interdiction de l'interrégion, j'imagine que ça n'a pas dû rendre les choses plus simples. Est-ce que justement cette absence de possibilité de partir et de venir comme vous vouliez, ça a un peu aussi affecté l'activité de suivi? Comment vous faisiez finalement? Parce que je sais que toi, par exemple, tu es enseignant-chercheur en même temps à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Est-ce que ça a affecté un peu le travail? Forcément, forcément, tu pointes véritablement une autre des problématiques liées au Covid-19, c'est que on a des activités de suivi. Aujourd'hui, je pense qu'une de nos réussites, c'est d'avoir mis en place une équipe sur place qui est assez autonome et mettre en place aussi un système de reporting qui soit assez clair sur lesquels on peut se baser pour vraiment faire des projections. Donc moi, j'étais confinés à Saint-Louis et je pouvais pas sortir de Saint-Louis. Eux, ils étaient du côté de Sokone, donc à presque 400-450 kilomètres, et ils travaillaient. Et donc, principalement, c'est grâce à des moyens de communication à distance, par vidéoconférence, etc., qu'on a pu réussir à discuter. Et il faut bien voir que nous, notre challenge était double. On est en train de préparer le recrutement de notre première cohorte. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très gros qui vient en plus de nos problématiques qui sont purement des problématiques agricoles, techniques, etc., etc., etc. Donc, c'est tout ça qu'il fallait mettre en œuvre. C'est à cause de ça, il nous fallait faire ces vidéoconférences pour refaire le suivi de nos modules de formation, valider cela, se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Bon, on a essayé d'utiliser ces outils au maximum pour pouvoir continuer à être efficace et pour pouvoir dérouler le travail qu'on voulait faire. En termes de suivi des récoltes, on a mis en place un suivi mais dynamique. Au niveau de l'équipe, il y a des gens qui sont responsables de la production, d'autres de la vente, d'autres du reporting de vente, etc. Et c'est en travaillant en petite équipe comme ça, mais avec des activités ou bien des responsabilités partagées, qu'ils réussissent à avoir quand même une vérification croisée des données qui ressortent. Donc à peu près c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, on verra si vraiment tout s'est bien passé quand on va avoir un peu plus de recul, si d'ici 1 ou 2 mois, etc. Et on va réajuster vis-à-vis de ça. Alors moi, j'adore t'entendre parler parce que j'entends parler un agriculteur 2.0. C'est bien la première fois, je pense, que dans cette émission, on reçoit quelqu'un qui est dans l'agriculture et qui parle de vidéoconférences, de systèmes de reporting, etc. Alors, est-ce que justement l'intégration de l'outil numérique fait partie de l'innovation de votre centre, mais aussi des conseils que tu donnerais aux autres agriculteurs de ce pays pour pouvoir rester efficaces dans des périodes un peu complexes comme celle-ci?
Oui, oui, mais ça va au-delà de cela. Ça veut dire que dans ces périodes, bon, déjà on est le dos contre le mur et donc bon là donc on essaie de d'innover, de réfléchir comment je peux faire la même chose mais avec les contraintes que j'ai. Mais je pense que dans la vie au jour le jour d'une entreprise agricole, aujourd'hui, on le voit. Ça veut dire il y a une communication marketing, il y a une communication sur les réseaux sociaux, il y a etc. Faire vivre comment ça s'appelle ce concept. Aujourd'hui, en plus de ça, d'un point de vue des consommateurs, les consommateurs sont très intéressés à savoir mais d'où viennent mes produits, comment on les a comment ça s'appelle transformés, comment on les a mis à jour, etc., etc. Et construire ce lien avec le client, construire aussi comment ça s'appelle toute cette histoire et cet accompagnement autour de nos activités, je pense que c'est très important. Beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Il y a plein de sites sur LinkedIn, sur Facebook, et sur d'autres, sur Insta, où ils mettent en lumière les activités qu'ils ont. Donc ça part même au-delà du temps de crise. En temps de crise, ça devient évident. Mais je pense que ça doit même Oui. être évident en temps de paix. Voilà. Alors c'est une excellente recommandation. J'invite tous les entrepreneurs qui sont dans ce secteur-là effectivement à intégrer l'outil numérique. On en a parlé la semaine dernière. La littératie numérique, c'est absolument fondamental en termes d'inclusion financière et ce dans tous les secteurs. Malheureusement ou heureusement, c'est pendant la crise de Covid-19 que beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit leur domaine de travail, s'en sont rendus compte, mais c'est fondamental. Alors Joseph, j'ai envie de te poser une dernière question avant de te laisser partir. Toi qui es dans le secteur de l'agriculture, d'une manière plus générale, avec un peu plus de recul, c'est quoi la lecture de l'impact du Covid sur l'agriculture au Sénégal? Principalement, moi, ce que je vois dans le Covid, c'est que le Covid, pour moi, n'a rien créé de nouveau. Il a juste mis l'accent sur nos faiblesses ou bien sur nos forces. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis l'action sur ce qui nous manque, ce que nous devons améliorer, etc. Donc ce sont des choses qui étaient là avant le Covid, qu'on voyait pas, on n'y faisait pas attention et aujourd'hui on le voit beaucoup mieux. Des problématiques de l'agriculture au Sénégal, c'est tous les systèmes de stockage. Ça veut dire on produit et que c'est après avoir produit qu'on se pose la question, mais bon, mes produits, j'en fais quoi? Donc tout ce qui est Ouais. système de stockage, système aussi de transformation, c'est des choses qui manquent au Sénégal. On a parlé par exemple du secteur, comment dirais-je, de l'anacarde, qui a très mal vécu la période du Covid parce que, comment ça s'appelle, comme les anacardes sont vendus en brut, donc automatiquement il y a eu des pertes et il y a eu des pertes au niveau de la production. Au niveau de l'oignon, les producteurs d'oignons, surtout ici dans le Nord, se sont plaints comme quoi l'oignon n'arrivait pas dans les marchés, ils demandaient de l'aide à l'État, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que une des problématiques, c'est de bien faire le retour d'expérience des difficultés qu'il y a, qui ont eu à émerger durant cette période Covid, de les analyser pour trouver des solutions pour les tacler. Je pense une des solutions, c'est vraiment d'un point de vue régional, sous-régional, de vraiment faire des solutions de stockage, des solutions logistiques qui permettent aux agriculteurs de stocker et de pouvoir déstocker pour aussi permettre d'aplanir les prix des spéculations agricoles qui font vraiment du yo-yo, quoi. Aujourd'hui, c'est très haut, demain, c'est très bas, etc., etc. Donc ça, aujourd'hui, je pense que ça peut être un début d'analyse du contexte agricole au Sénégal. Merci beaucoup, Joseph Bassama. Je rappelle qu'avec ton association Agir, vous avez créé le centre agricole pour l'initiative rurale à Sokone, dans le sud de Fatick. J'invite les gens à te rejoindre peut-être sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Aujourd'hui, principalement, nous, on est sur Facebook où on a une page qui s'appelle Agir Nyombato. Agir, A-J-I-R, Nyombato, N-I-O-M-B-A-T-O. Nyombato étant la région naturelle où se trouve Sokone, Toubacouta, entre
Donc le sud des îles du Saloum, une région extraordinaire d'un point de vue agroécologique, d'un point de vue de la diversité des écosystèmes, et aussi un lien avec nos amis gambiens. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été dans cette émission. Ça a été un plaisir. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Alors, dernière question cette fois-ci, promis. Si tu devais lancer un seul message à cette jeunesse, à ces entrepreneurs, à cette communauté, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, il faut dire aux jeunes, un, de pas avoir peur, deux, de s'engager. Mais ce que je demande aux jeunes, n'essayez pas, et ça peut-être je vais choquer les gens, n'essayez pas de trop innover. N'essayez pas de trop innover. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs d'activité où on n'a pas besoin d'innovation, mais ça manque au Sénégal. Donc, essayez de lancer dans des activités pragmatiques et pérennes, et vous allez innover. C'est-à-dire, plus vous développez votre activité, elle vient de la base, plus vous allez innover. Mais ne vous souciez pas, en tout cas en agriculture, de vouloir trop innover dès le début. L'innovation va venir, plus votre activité va se complexifier, plus votre activité va se développer, vous allez automatiquement innover et vous allez rentrer dans la complexité. Mais n'essayez pas, voilà, de rentrer dans des choses très compliquées. Analysez bien votre marché. Voyez ce dont les Sénégalais ont besoin et plongez-y. N'ayez pas peur. Les astuces de l'expert. Très chers auditeurs de l'émission Cauchemar d'entrepreneurs, c'est déjà la 3e partie de l'émission et vous le savez, je ne peux plus vous laisser partir sans vous parler d'astuces, d'outils, tout au moins pour vous permettre de rester aussi résilient que vous l'avez déjà été parce que je le sais, d'où vous nous écoutez, vous êtes résilient, vous restez fort face à cette crise Covid-19. Cette semaine, dans la rubrique de l'expert, je suis avec Fatou Fall, qui est chargée de programme au sein de l'ADER. L'ADER, je n'ai plus à vous le dire, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. D'ailleurs, merci à eux de croire en notre émission. Et cette semaine, Fatou Fall, qui est chargée de programme services, industrie, transport et énergie, va discuter avec nous de comment préparer la relance dans ces différents secteurs. Mais avant tout, je sais, vous vous posez la question, mais c'est quoi services, industrie, transport et énergie? Qui est concerné? Elle va nous le dire elle-même. Fatou Fall, bonsoir. Bonsoir Mariama. Tout d'abord, je te remercie de m'avoir invité dans ton émission qui est très appréciée et très écoutée. Je suis chargée du programme Services, Énergie, Industrie et Transport qui est concerné par ces programmes. Les services, en fait, touchent à tous les secteurs. Il y a tout d'abord les services en eux-mêmes et les services qui accompagnent les chaînes de valeur, etc. Par exemple, on va parler de services spécifiques comme, disons, les multiservices, mais en général, le point fort de cela, c'est en fait le transfert d'argent. Donc, c'est vraiment pour aider à l'inclusion financière des populations de proximité. Oui, voilà. Qui est, ça c'est une des missions de l'ADER en fait, l'inclusion financière. Pour les services également, on a tous les services en fait qui soutiennent les chaînes de valeur, comme la distribution par exemple. Dans le secteur rural, la distribution de lait, la distribution de semences, tout ce qui est par exemple l'aide à la commercialisation. Hein. Tout cela, c'est les services en fait. Quand on parle d'industrie, ça va des unités semi-industrielles aux unités industrielles. Par exemple, des unités de transformation de fruits et de légumes, quelqu'un qui veut faire une unité d'emballage. C'est quand même assez vaste, des pièces détachées, une usine de montage de tricycle. Donc voilà, c'est des exemples. Transport et énergie, rapidement. Quand on parle de transport, c'est le transport de personnes et le transport de marchandises. Alors Fatou, vous êtes vraiment chargé de secteurs autour desquels l'économie tourne. Comment est-ce que ces secteurs ont été impactés avec cette pandémie Covid-19 et son entrée au Sénégal? Ces secteurs-là ont été lourdement impactés par cette pandémie, malheureusement.
On a vu le ralentissement des activités, ça va du ralentissement des activités à l'arrêt complet de certaines activités. À cet effet, en fait, notre ESI a développé un outil justement pour mesurer cet impact sur un échantillon du secteur, de nos secteurs, surtout le service. Et on s'est rendu compte que ils avaient des problèmes de trésorerie pour la plupart. Des Oui, problèmes de absolument. trésorerie pour vraiment soutenir leur activité. Donc, il ne s'agissait pas vraiment de leur donner des financements pour investissement, mais les aider vraiment à survivre pendant cette crise. Donc, on les a financés en BFR, en fonds de roulement, pour la plupart. C'est ce dont ils avaient réellement besoin, c'est une aide au fonctionnement. Alors Fatou, il y a aussi un secteur dont on n'a pas parlé, c'est la restauration. Ça fait partie des services, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça fait partie des services et c'est un secteur qui a été lourdement affecté à cause des mesures en fait qui ont été prises, la distanciation sociale, le confinement. Ça a dramatiquement affecté et ralenti leur activité. Donc, il fallait penser. Certains restaurants sont restés fermés pendant plusieurs mois. Oui, exactement, sont restés fermés pendant plusieurs mois. Donc, il fallait penser à une nouvelle façon de travailler, en fait. Devenir des traiteurs au lieu d'être seulement restaurateurs, devenir également des traiteurs, faire de la livraison. Hein. C'est le cas de Jai Mburu, par exemple. Hein. On a Absolument. eu des demandes justement de vannes pour le transport et pour la livraison. Donc, c'est un service, c'est vraiment un service de soutien à toutes ces entreprises. Quels sont les autres programmes qui ont été mis en place par la DER pour accompagner les entrepreneurs dans ces différents secteurs pendant la crise? Quand il s'agit de tout ce qui est industrie et BTP, qui sont en fait des secteurs que nous avons financés, et pour garder vraiment la pérennité de tous ces emplois, parce qu'il s'agissait vraiment de garder la pérennité de tous les emplois créés par l'ADER, qu'il fallait vraiment soutenir toutes ces industries. Les frontières avaient été fermées. Donc l'export, c'était plus possible. Également, le transport interrégional n'était plus possible. Il fallait trouver des solutions. Et ces solutions-là, c'était pas vraiment de donner de l'investissement. Encore une fois, c'était vraiment de les aider autrement. Donc, pour la plupart, nous avons suspendu tout ce qui était recouvrement, mais également nous avons rééchelonné les dettes pour leur permettre en fait de souffler avant la relance. Et pour certaines industries qui nous sollicitent et qui en ont besoin, nous allons aider à la relance. Et pour cela, nous allons faire un prêt que nous appelons en fait chez nous un prêt Covid. En ce qui concerne cette crise, il faudrait que nous tous nous apprenions à vivre autrement. We need to think outside the box. On peut plus travailler comme avant. Il faut créer de nouveaux outils de travail. Il faut digitaliser. Des formations sont prévues également dans ce sens. Et en fait, l'implémentation obligatoire de logiciels pour pouvoir faire face à de tels événements. Fatou, vous êtes chargé de programmes dans des secteurs qui sont quand même essentiels à l'activité économique sénégalaise. On parle services, on parle industrie, on parle transport de marchandises, on parle aussi énergie. Malgré ces appuis, ce sont des secteurs qui risquent d'être difficilement quand même relancés, reboostés et qui risquent de plomber l'économie en général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour rebooster tout ça d'une manière vraiment plus dynamique? Pour relancer l'économie, très très important, la DER vient de signer avec la BAD un programme de financement de 40 milliards. 40 milliards, c'est énorme. Qu'est-ce qui est prévu avec cet argent et quelle est la part pour les secteurs que tu gères? Bon, la part pour les secteurs que je gère, c'est 5 milliards 500. L'objectif de ce programme, globalement, est de créer 52 000 emplois. Donc, dans les 2 prochaines années, exactement. Et ce programme, en fait, est prêt à être déployé à un moment où on en a besoin, où les industries sont très, très fatiguées. Donc, comment est-ce que cet argent va être injecté pour soutenir ces entreprises? Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ce sont des financements pour la création, pour le développement? Comment est-ce que réellement vous allez utiliser cet argent-là pour aider à relancer l'économie?
En fait, on a travaillé sur des programmes en collaboration avec la BAD pour renouveler tous ces secteurs, amener des idées innovantes et développer tous ces secteurs d'activité. On a vraiment structuré, il y a une stratégie derrière. Les critères seront communiqués, bien sûr. Nous nous activons en fait pour lancer ces programmes le plus tôt possible. On a déjà eu quelques ateliers et vraiment tout cela va se faire sous peu et nous allons lancer ça dans la presse. Tout le monde aura toutes les informations, c'est ouvert à tous les Sénégalais. Ce sera des programmes de financement. Alors j'invite tous les auditeurs, entrepreneurs, quel que soit le secteur, puisqu'on l'a entendu, c'est quand même 40 milliards qui vont être injectés pour rebooster l'économie sénégalaise. Je les invite à rester à l'écoute de la DER. On peut vous retrouver sur votre page Facebook. Toutes les informations, ils sont souvent publiées, mais aussi sur votre site internet der.sn. Et puis ne vous en faites pas, très chers amis entrepreneurs. Nous aussi, nous annoncerons les choses au fur et à mesure dans cette émission Cauchemar d'entrepreneurs. Nous voulons que vous ayez les outils pour rester solide, rester résilient et que vos entreprises grandissent. Merci beaucoup, Fatou Fall. Merci, Mariama. C'était un plaisir. Les astuces de l'expert. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Quel dommage, le temps passe beaucoup trop vite. En tout cas, communauté, sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Allez-y, cliquez, cherchez-nous. Cauchemar d'entrepreneurs, l'émission, c'est ce qu'il faut taper pour nous trouver sur Facebook. On a aussi un groupe de support SOS Entrepreneurs, une toute petite communauté regroupée pour répondre aux questions des uns et des autres sur Facebook. Petit groupe privé. Allez-y, likez, rejoignez-nous, faites grandir cette communauté. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur.